C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes. Alors nous accompagne ce soir Patricia Lémonière est avec nous, grand reporter. Merci de partager votre expérience avec nous, Patricia. À côté de vous, Ziad Limam. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. Thomas Hoffnung est là aussi pour La Croix. Bonsoir Thomas, chef du service Monde. Vous êtes aussi l'auteur de Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique. C'est chez Fayard. Chez Fayard aussi, vous êtes co-auteur de Nos chers espions en Afrique. Et vous allez nous présenter les unes de La Croix, l'Hebdo et le Quotidien. Avec plaisir, si on les voit, voilà, oui. Le Quotidien. Ambiance un peu dépressionnaire à l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée. Et ce ne sont pas les vacances d'été qui causent ça. Et voilà, donc non, ambiance très très morose. Les députés ont besoin de vacances, mais c'est pas, je ne sais pas si c'est pour tout de suite d'ailleurs, mais voilà, ambiance pas terrible. Et pour la une du Quotidien, et l'Hebdo, pour le 14 juillet oblige, notre reporter Olivier Thalès a accompagné pendant plusieurs semaines des jeunes recrues du côté de Charleville-Mézières et on voit qu'on fait de la calinothérapie pour garder les jeunes recrues au sein de l'armée. Voilà, ils sont moins durs au mal, comme on disait avant. Surtout les déclarations il faut les préserver. Du général Burkhardt ne sont pas très rassurantes ce soir, donc ça donne peut-être pas envie de s'engager franchement. Éric Truand, enfin Éric Truand, pardon, j'ai donné votre prénom. Pas grave. Bonsoir quand même. Bonsoir à toutes. Merci beaucoup, dessinateur, membre de Cartooning for Peace. Merci d'être avec nous. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, des perspectives de la trêve dans la bande de Gaza qui ne cesse d'être repoussée. Il y a, semble-t-il, des avancées, mais aussi des désaccords qui persistent, et ce, malgré les pressions de Donald Trump. L'enjeu, ce sont évidemment les centaines de milliers de personnes qui survivent dans le territoire, alors que les opérations militaires israéliennes tuent des dizaines de Gazaouis chaque jour. Nous reviendrons aussi sur cette politique économique affolante menée par Donald Trump, ces droits de douane qu'il multiplie comme des petits pains utilisés à des fins politiques. Le Brésil en fait les frais. Donald Trump a aussi convié des dirigeants africains pour un sommet sur l'économie et la sécurité, des promesses et beaucoup de malaise. Emmanuel Macron a effectué une visite d'État au Royaume-Uni, l'occasion de voir où en est la relation entre les deux pays depuis le Brexit. Au-delà du faste déployé, des sujets incontournables ont été abordés, immigration, défense, Ukraine. Nous verrons où ces annonces faites pourraient nous entraîner. Le temps des négociations s'étire donc alors que la situation dans les territoires palestiniens n'autorise plus d'attente. Chaque jour porte en lui de nouvelles victimes. Alors on nous annonce que des obstacles à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu seraient levés. Est-ce vraiment le cas? Je vous propose d'écouter Benjamin Netanyahou. Je leur ai dit que nous essayons actuellement d'obtenir la libération de la moitié des otages vivants et morts en échange d'un cessez-le-feu temporaire de 60 jours. Au début de ce cessez-le-feu, nous entamerons des négociations sur la fin définitive de la guerre. Pour atteindre cet objectif, cela doit être fait selon les conditions minimales que nous avons fixées. Le Hamas dépose ses armes, Gaza sera désarmée, elle n'aura plus de capacité gouvernementale ou militaire. Ce sont nos conditions de base. Patricia, on entend effectivement quels sont les points de blocage. On a du mal à imaginer une perspective dans 2 semaines, c'est ce qui a été annoncé notamment hier, une perspective de cessez-le-feu. Alors, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. D'abord, ça s'est fait en plusieurs temps. D'abord, le Qatar a commencé à dire que ça va être difficile. Cette fois-ci, ça va être particulièrement difficile. Donc, il a fait une montée en pression. Puis après, là, on a eu Donald Trump qui nous annonce « Ah ben, c'est pour bientôt, hein, c'est pour la semaine prochaine, hein, c'est bon, c'est réglé. » Et puis là, la déclaration de Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette déclaration? Remarquez qu'il insiste essentiellement sur l'aspect militaire. Il dit il faut qu'il y ait plus d'armes, il faut grosso modo, il se répète qu'il faut démilitariser, et encore il faut qu'il n'y ait plus d'armes. Grosso modo, il n'en reste qu'à la question militaire. Or, il y avait avant une question essentielle qu'il avait mis comme une des conditions essentielles, c'était le départ des responsables de la bande de Gaza. Genre, exit. Vous partez tous, bien filmés, vous partez tous, style Yasser Arafat en 82 au Liban, quand ils ont quitté avec l'OLP. Là, d'un seul coup, on n'en parle plus. Est-ce un oubli? Je doute que ça soit un oubli. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer? Là aussi, je l'ignore. Tout ça se passe dans un contexte où on a
70% de la bande de Gaza qui est occupée quand même, 80% dit l'armée israélienne, par l'armée israélienne. On a 50 morts par jour dans le cadre des distributions au bas mot, parfois c'est 70, parfois etc. Donc ça, effectivement, le monde entier a les yeux rivés dessus en trouvant que c'est impossible, ça doit s'arrêter, donc une forte pression. Et puis on a aussi, côté israélien, une forte pression de l'armée qui affirme et ne cesse de répéter qu'on ne peut plus rien faire. C'est fini. Et à preuve, là où on a effectivement 50 morts par jour au lieu des distributions, on a quand même 31 morts depuis le début du mois de juin, côté militaire. Ça prouve bien que Gaza, il y a toujours des commandos qui existent, du Hamas, et qui perpètrent des embuscades, comme celle qui s'est déroulée pratiquement cette nuit, où il y a eu... Et elles sont très sophistiquées. Ça prouve donc que malgré tout le poids, le déluge de feu que fait Israël, ça ne peut pas totalement éradiquer. Et je vais vous donner très rapidement ce que c'est cette embuscade. Elle s'est déroulée en 2 temps, très sophistiquée. Des engins Alors, ça se passe au nord de Gaza, dans une région qui est déjà totalement parking. Il n'y a plus âme qui vive. C'est totalement occupé par l'armée israélienne depuis un certain temps. Eh bien, donc, des véhicules militaires progressent. Des engins explosifs se trouvent sur leur endroit de production, ils sautent. Les autres, leurs collègues, sortent des engins qui n'ont pas explosé pour leur porter secours. Et là, de tunnels, deuxième temps, de tunnels sortent des tireurs d'élite ou d'embusqués du Hamas et qui tuent les soldats. 5 morts. Donc, on voit bien que le Hamas, malgré le fait qu'il est, soi-disant, complètement détruit, est capable encore de monter des opérations militaires. Et ça, l'armée israélienne l'a compris. Elle dit, on a fait tout ce qu'on pouvait, on ne pourra pas faire plus. Donc, effectivement, ce besoin de dire, rendez les armes, ils vont peut-être les rendre, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être très difficiles à extirper. Et donc, c'est pour ça que on est quand même si un cessez-le-feu, c'est pas au-delà du cessez-le-feu. Même s'il est annoncé la semaine prochaine, l'affaire n'est pas finie. C'est la raison pour laquelle, Ziad, effectivement, les Israéliens insistent sur le besoin de désarmer le Hamas, en sachant que c'est un point de rupture pour le Hamas qui refuse, évidemment, de se désarmer. Après, ça dépend des conditions du désarmement, de qu'est-ce qu'on appelle désarmement. Est-ce qu'ils ont un exit pour ce qui reste de la structure? Parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est que on ne sait pas très bien qui résiste en ce moment. Est-ce que c'est le Hamas traditionnel? Est-ce que c'est une nouvelle génération? Est-ce que c'est des djihad, le djihad islamique? Est-ce que c'est une nouvelle génération de jeunes qui ont été formés par la guerre? Ça dure quand même depuis un certain temps. Donc ça pose la question que tout le monde évacue, qui est quelle occupation israélienne à long terme de Gaza? Comment vous occupez ce territoire? Comment les gens vont... Ça ne sera pas accepté? Comment on règle la question humanitaire? Donc en fait, tous ces sujets sont ouverts, alors que l'on sait, est ce que disait Patricia, et ce que disent l'armée israélienne, et ce que disent la plupart des observateurs, c'est que la guerre elle-même est finie, et que tous les gens qui meurent aujourd'hui, c'est juste une tragédie après l'autre, sur un objectif qui n'a pas de sens, sauf si on est dans le cynisme absolu et qu'on se dit que c'est à la fois des questions, internes à la politique israélienne, la survie du gouvernement Netanyahou, le fait que le Premier ministre veut garder son extrême droite au gouvernement, qui ne veut pas aller devant les juges. Bon, peut-être que ça joue aussi, mais je pense qu'on a vraiment atteint le bout du bout, que toutes ces victimes sont inutiles, il faut qu'il y ait un accord, il faut que les otages soient sortis, il faut que l'armée se retire des centres de population, il faut que l'humanitaire reprenne la main pour sauver des dizaines de milliers de gens, parce qu'on n'est pas dans une situation de 1 ou 2, c'est des dizaines de milliers de gens. Et il faut aussi clarifier, excusez-moi, la position américaine. Parce qu'il est bien gentil, notre futur prix Nobel de la paix. D'un côté, on n'a pas compris ce qui s'est passé à Washington. D'un côté, non, mais Benjamin Netanyahu s'en est bien sorti, encore une fois. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir une pression beaucoup plus forte. On aurait pu lui demander de dire quelque chose, de signer en bas de la feuille quelque chose. Il a réussi à s'en sortir, il est reparti. Les Qataris disent la vérité, et je pense que le jour où les Qataris diront « il y a une lumière », c'est qu'il y aura une lumière, et tant qu'ils disent il n'y a pas de lumière, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et encore une fois, la tragédie humaine est littéralement insupportable.
Thomas, je disais, on n'a pas compris ce qui s'est passé à Washington, parce qu'en fait, ce que je n'ai pas compris, c'est le positionnement de Trump. Effectivement, il ne met pas de pression, parce que est-ce qu'il sait exactement où il veut aller, en fait, jusqu'où il veut lâcher du lest auprès de Netanyahou. Cette relation entre Trump et Netanyahou, entre l'administration Trump et Israël, reste quand même toujours un peu un mystère, parce qu'on l'a vu aussi sur l'Iran, après tout. Au départ, on avait quand même ces négociations qui devaient reprendre au sultanat d'Oman. 2 jours avant, les Israéliens commencent à bombarder, donc on a l'impression qu'ils forcent la main des Américains. Les Américains sont obligés d'intervenir, ils font ces bombardements qu'on connaît, mais pour mieux clore ce chapitre. Mais quand même, à ce moment-là, on a l'impression que Netanyahou a réussi à embarquer avec lui Trump. Alors là, qu'est-ce qui se passe à Washington ? Effectivement, on avait l'impression que vraiment, il allait lui mettre, Trump, la pression maximale sur Netanyahou, l'obliger à le forcer à signer. Ça n'a pas été le cas. Pour rebondir aussi sur ce que disait Ziad, moi j'ai l'impression, vous savez, cette expression, on sait qu'en rentre en guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'on en sort. En fait, cette guerre, finalement, c'est aussi par rapport à ce que disait Patricia, on a l'impression qu'elle continue peut-être pour des raisons politiques, plus pour des raisons militaires, parce qu'effectivement, les Israéliens ont tellement bombardé. Alors, il y a quand même des commandos, il y a encore visiblement des tunnels, mais on va dire que ça a l'air quand même résiduel, encore que reste à savoir si, bien sûr, les Israéliens ne sont pas en train de fabriquer une nouvelle génération de combattants qui vont vouloir se venger après tout ce qui s'est passé. Avec l'idée que le chaos, c'est le plan de Netanyahou, en somme. Mais on a l'impression qu'il ne sait pas comment sortir de cette situation. Est-ce qu'il a un plan, notamment politique ? Parce qu'effectivement, c'est quoi le plan ? C'est revenir à la case départ, réoccuper complètement Gaza, dont les Israéliens étaient sortis en 2005. Et puis, je suis pas sûr que les Israéliens aient envie d'administrer véritablement Gaza. Alors, il y avait cette solution qui était absolument terrible et inadmissible de vider la bande de Gaza, de faire table rase de Gaza, opération terrible et massive de nettoyage ethnique. Ça, c'est hors de propos. Personne ne l'acceptera. Tout le monde a oublié la Riviera de Trump, à commencer par lui-même. Donc, on a... Vous pensez que c'est oublié tant que ça, parce que... il n'en parle plus. Je ne vois pas qui peut avaliser un plan de déportation de la population, quoi. En tous les cas, Netanyahou a mené à bien son opération chariot de Gédéon, donc, avec une destruction, vous l'évoquiez, totale, quasiment 80% de la bande de Gaza est occupée. Il y avait cette idée qui avait été émise par un ministre, j'en finis par là, qui était de rassembler toute la population sur Rafah, faire une zone humanitaire, c'est-à-dire, imaginez-vous, rassembler toute la bande de Gaza sur une petite zone humanitaire, et là, on allait les nourrir. Enfin, on allait les nourrir avant de les expulser. Mais là, c'est la dernière proposition d'un des membres du gouvernement, quand même. Donc, ça prouve bien que, comme le disait Ziad, on est en manque de perspective. Parce que la perspective, c'est quoi ? On rassemble tout le monde. Le plan arabe, les Israéliens ne veulent pas en entendre parler parce que ce plan arabe repose sur une chose qui est essentielle, qui est sur l'autorité palestinienne. Or, Benjamin Netanyahou ne veut pas en entendre parler. Alors, est-ce que acculer le Hamas aujourd'hui va dire « Ok, on accepte d'être désarmé », ce n'est pas totalement inenvisageable. Apparemment, le nouveau chef du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza est moins opposé à cette idée-là, s'ils peuvent rester à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc il faut voir, il y a des choses qui sont en train de se jouer, mais ça se joue très serré, parce qu'une majorité de la population israélienne, il ne faut pas l'oublier encore aujourd'hui, même si elle est contre la guerre, cette guerre, parce qu'elle veut les otages, est contre totalement le Hamas, et ils veulent la fin du Hamas à Gaza. Mais l'expulsion, c'est le chaos. Parce qu'on part du principe que c'est faisable, mais faisable vers quoi ? Vers où ? C'est-à-dire, si vous le faites en Égypte, je pense que déjà le régime est fragile, je pense que cette durée de vie va devenir complexe. Vous le faites en Jordanie, vous avez un des vagues piliers relativement stable qui va être déstabilisé. La Libye, c'est ce qui avait été évoqué. La Libye, mais est-ce qu'on imagine même... Enfin, je ne sais pas, on parle de centaines de milliers de personnes, si on voit des avions qui vont aller venir... Un pont aérien. On est quand même dans un délire complet. Et ce qui est très angoissant, c'est qu'il y a des gens qui théorisent ce délire. Il y a des gens qui disent c'est tout à fait faisable, que ça soit dans l'extrême droite israélienne ou voire même dans le gouvernement Netanyahou, que ça soit aux États-Unis. Il y a des gens qui pensent que c'est tout à fait faisable. En France, dans certains... Bon, bref, donc tout ça n'est pas faisable. Donc vous êtes confronté à une situation d'un territoire dévasté où il y a 2 millions d'habitants, où il n'y a plus une infrastructure, il y a 10% des maisons qui ont à peu près tenu et 90% qui ont été rasés, et pas de solution politique. Je pense que c'est cauchemardesque. Et au moins, la première étape serait de revenir à une situation de cessez-le-feu pour que la tragédie s'arrête et qu'on puisse respirer. Mais
c'est pas avec ces hommes politiques-là, que ça soit à Washington et que ça soit en Israël, qu'on trouvera une solution durable. C'est pas avec ces hommes de droite, excusez-moi, qu'on y arrivera. Et il faut, je sais pas comment on s'en sortira, mais il faut clairement un nouveau regard sur tout ça. Et les images qui nous arrivent aujourd'hui quand même de Gaza sont terrifiantes, quoi. Ces enfants qui sont sur le sol, enfin, je veux dire, on ne peut presque plus les regarder. Parce que c'est trop violent pour nous-mêmes. Donc, je n'imagine pas, si c'est violent pour nous-mêmes, ce que c'est pour ceux qui y sont aujourd'hui. Moi, il me semble que la question des garanties de sécurité est essentielle. C'est-à-dire qui va assurer la sécurité à Gaza demain, quand la guerre va finir quand même par s'arrêter. Si c'est les Israéliens, la confiance, à mon avis, ne sera jamais là. Enfin, le Hamas demande les Américains. Ce sera peut-être plus le Hamas, mais ça sera une autre force qui cherchera à bouter les Israéliens hors de Gaza, et on comprend pourquoi après tout ce qui s'est passé, bien sûr. Donc il faudrait que ça soit une force internationale, mais qui serait aujourd'hui à même de s'impliquer? Les Américains, depuis l'Irak, ils ne veulent plus véritablement l'Afghanistan, et Trump a toujours fait campagne, même sur l'idée qu'il ne fallait pas s'engager dans les des forever guerres, voire sur les guerres pour toujours. Surtout qu'ils sont considérés comme quasi co-belligérants, c'est-à-dire que depuis Biden et Trump, Israël, ça n'a pas été particulièrement proche de la population. Il faudrait une force conjointe, sans doute, américaine, arabe. Pardonnez-moi, Thomas, ça a inspiré quoi? Alors, ça n'a pas inspiré je ne vais pas forcément vous remonter le moral. Avant de voir le premier dessin, vous parliez de théoriser, Ziad parlait de théoriser l'expulsion. Je sais pas si vous avez vu, est sorti dans la presse cette semaine, un grand cabinet américain a été mandaté pour modéliser et financer le financement de BCG. BCG, pour ne pas les nommer. Donc j'ai 4 dessins à vous présenter qui viennent des 4 coins du réseau Cartooning for Peace. Un premier qui nous vient de Thaïlande, un dessinateur basé en Thaïlande, Steph F. On parlait de désarmement, de paix par la force, et c'est un peu ce que montre ce dessin où on voit Trump à gauche qui repeint un de ses B2 en blanc et qui lui ajoute un petit rameau d'olivier, et le tour est joué, la paix par la force, dont on voit que c'est pas forcément la solution. Patricia le rappelait tout à l'heure. Un second dessin qui nous vient cette fois-ci de Syrie, de Fad Bahadi. On va voir à l'écran, voilà. Alors, où on file la métaphore, il y a beaucoup de dessins sur la paix, sur la guerre, et donc beaucoup d'utilisation de la pauvre colombe de la paix, qui ici, on voit un peu de mal à aller jusqu'à Gaza et aller jusqu'à une trêve à Gaza. Et il semble que là, la paix par la force et exemplairement Netanyahou soit plutôt un obstacle qu'un accélérateur de trêve. Un troisième dessin qui nous vient également du continent africain et d'Algérie, avec Loïc. Un dessin que j'allais dire très, très amusant, ce qui n'est peut-être pas le bon terme, mais pas très optimiste non plus sur une prochaine trêve ou un prochain cessez-le-feu, puisqu'on y voit là un tank dans le paddock de l'écurie Netanyahou, prêt à partir, ou prêt à repartir. Et enfin, un dernier dessin qui nous vient d'Israël, cette fois-ci du dessinateur israélien Kishka, où malgré tout ça, en dépit de tout ça, ou grâce à tout ça d'ailleurs, on a une proposition de prix Nobel de la paix pour Trump, voire de canonisation, et un Netanyahou, effectivement, qui dépend énormément de l'alimentation en armes et en financement américaine. Trumpienne. On reste avec les États-Unis. 6 nouveaux pays sont victimes de la hausse des droits de douane américains, tandis que l'Union européenne est toujours dans le flou. Ces surtaxes sont aussi outils de pression politique, et Trump l'assume, comme tout ce qu'il fait. Pour le Brésil, c'est une riposte aux poursuites lancées contre Jair Bolsonaro, jugé donc dans son pays pour tentative de coup d'État. Je vous propose d'écouter la réaction du président brésilien Lula. Nous nous efforçons de mener toutes les négociations possibles. Le Brésil aime négocier, mais déteste les litiges. Si les négociations aboutissent, le Brésil appliquera la loi de réciprocité. J'espère que les chefs d'entreprise se rangeront du côté du gouvernement brésilien. Instrumentalisation des droits de douane, ça on connaissait, mais faire pression, Thomas, sur une procédure judiciaire, c'est plus inattendu. Alors ça avait été fait avec l'Angleterre, je crois, au moment des hausses des droits de douane en Angleterre aussi. Oui. Là, Trump se lâche complètement. Oui, là c'est d'un cynisme absolu, en fait, d'utiliser l'arme des droits, des tarifs douaniers pour s'ingérer dans les affaires de l'intérieur d'un pays, en l'occurrence le Brésil. Pour aider ses copains, en fait. Bolsonaro, on se souvient de ce qui s'était passé lors de l'alternance politique, le retour de Lula au pouvoir, où il y a eu
par mimétisme presque une attaque, un mouvement aussi brésilien. On a l'impression que le pouvoir allait vaciller, un peu comme pour le Capitole en janvier 2021. Donc c'est vrai que là, c'est quand même nouveau, quoi. On a l'impression qu'il n'y a plus de limite. En fait, peut-être que Trump se prend à son propre jeu et il est dans une sorte d'engrenage. Alors les Brésiliens, Lula, bien sûr, ils ont répliqué en expliquant, bien sûr, qu'il n'était pas question de céder aux pressions. Mais on voit bien, et on voit ici en Europe, que cette pression des tarifs douaniers, elle est terrible, parce qu'elle a des effets, un impact économique, financier immédiat. On voit que l'Union européenne, elle cherche une solution, tout le monde cherche à amadouer un peu l'ogre Trump. Et là, par exemple, en Europe, on voit que l'Europe est divisée entre des pays qui exportent énormément aux États-Unis, comme l'Allemagne, par exemple, avec le secteur automobile. Elle va pâtir, ou l'acier risque de pâtir directement de ces tarifs douaniers. Donc le Brésil, c'est un cas à part, mais plus généralement, on voit que tout le monde essaye de trouver un terrain d'entente avec Trump qui lui, ne s'en laisse pas compter et continue imperturbablement. Alors, pour l'heure, seuls 2 accords commerciaux ont été conclus avec le Royaume-Uni et le Vietnam. Un compromis a été paraphé, Patricia, avec la Chine. Que veut Trump, en fait, à chaque fois? C'est spécifique? Il y a une particularité en fonction du pays? De toute façon, lui, il aime le deal d'en face à face et il aime la soumission. Alors avec la Chine, la soumission c'est difficile, donc il tâche de trouver un accord, mais vous voyez qu'il n'y a qu'un accord temporaire pour l'instant, donc tout peut être remis en question. Avec la Grande-Bretagne, c'est dramatique, je trouve, parce qu'ils ont eu 10%, donc tout le monde fait cocorico en Grande-Bretagne. Il n'empêche que quand on regarde les alinéas qui concernent ces fameux accords avec la Grande-Bretagne, on s'aperçoit que c'est une mise sous tutelle de l'économie britannique. C'est-à-dire qu'ils s'autorisent par ces petits un ou 2 alinéas à avoir un droit d'exterritorialité, voilà, très bien, j'y arriverai pas, sur les investissements étrangers qui peuvent être faits au Royaume-Uni. C'est-à-dire que moi, je suis une entreprise japonaise, je veux investir au Royaume-Uni. Ah ben si ça ne plaît pas aux États-Unis, ils diront non. Donc c'est une mise sous tutelle. Et donc là, l'Europe effectivement est très inquiète. Mais moi, ce que m'inspire cette histoire avec Bolsonaro, avec le Brésil, c'est que la déstabilisation, les droits de douane sont utilisés comme une arme politique pour déstabiliser les pays. Et ce que je crains, c'est on va avoir des élections en France, des municipales, etc. Il y a d'autres élections qui vont se dérouler en Europe. Et l'administration Trump peut très bien utiliser cette arme économique pour accroître la déstabilisation de l'Europe. Parce que qu'est-ce que veut Donald Trump? Il est comme Vladimir Poutine, il ne veut pas d'Europe unie. Il déteste ces espèces de regroupements de pays. Il ne veut pas en entendre parler. Donc il veut nous diviser. Et pour nous diviser, il veut nous fracturer. Et nous fracturer, ça sera politique, ça sera par des divisions. Et je pense que les droits de douane, il va jouer ça pour diviser l'Europe, mais aussi pour nous diviser à l'intérieur même de nos pays. Et je suis très inquiète sur ce qui va se passer pour les élections, aussi bien françaises et celles qui s'annoncent en Europe. C'est ce que vous percevez, Ziad, cette volonté de fracturer, de casser ces blocs unis que sont notamment l'Union européenne? Même si pas forcément, voilà, pas forcément unis. Désunis aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le rêve américain, c'est plus simple de traiter avec la Pologne séparément, l'Allemagne séparément, la France séparément, parce que quand même, l'air de rien, et malgré notre faiblesse et malgré nos atermoiements, l'UE, ça pèse. Et ça pèse aussi par rapport aux produits américains que l'on pourrait acheter. Donc la relation c'est comme avec la Chine, c'est-à-dire qu'avec la Chine, on peut monter dans les tours, on peut, puis à un moment, on monte plus dans les tours parce que la réalité du commerce entre la Chine et les États-Unis s'impose, comme la réalité du commerce entre l'Europe et les États-Unis s'impose. Et puis les taxes ont un effet à court terme effrayant, dissuasif, terrorisant, mais à moyen terme, ça incite les acteurs économiques à changer les circuits, à changer leurs circuits de distribution, de vente, de partenariat, etc. Et vous allez avoir des Chinois qui vont dire au monde entier, mais on est les meilleurs du libre... Ils ont commencé. Oui, on est les meilleurs du libre-échange. Ils vont aller voir tous les gens avec qui ils ont des problèmes en Asie du Sud-Est, et ça va devenir une autre dynamique. Les Européens... Ça n'a pas été un grand succès, la tournée en Europe. Si, vous pensez qu'il y a des choses qui ont été faites silencieusement à la chinoise? Non, mais les Chinois, c'est incontournable. C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord, on peut râler, on peut dire que ceci, cela, mais bon, il y a 1,2 milliard, première puissance PIB du monde, usine
ligne générale, on ne peut pas trop discuter. Et les Européens, les entreprises européennes, elles vont avoir un problème d'adaptation, mais moi, je serai patron d'une grosse boîte allemande de voitures ou d'une grosse boîte française d'avions ou d'une grosse boîte de je ne sais pas quoi, je serai en train de me dire, bon, je vais peut-être faire une usine aux États-Unis, mais en même temps, comme je ne sais pas comment ils sont, ils peuvent changer d'avis demain matin. Il n'y a aucune stabilité autour de tout ça, mais peut-être je vais faire autre chose, peut-être je vais essayer de vendre mes voitures ailleurs, peut-être je vais essayer d'aller... Et donc ça va bouger. Et je ne pense pas que ça soit une stratégie gagnante des Américains. Il y a aussi beaucoup de gens qui se disent qu'il faut tenir 1 an et demi parce qu'on a les midterms dans 1 an et demi. Il y a des gens qui se disent de toute façon, dans 3 ans, il ne sera plus là, mais il y aura peut-être pire. Donc on est dans cette situation-là. Moi, ce qui m'embête, c'est, à part 1 ou 2, c'est la fragilité, la faiblesse de notre discours. Ah non, mais excusez-nous, enfin on parlera peut-être de la séquence Afrique après, mais c'est un peu tout le monde est comme ça. Excusez-nous, grand maître, attendez, on va trouver une solution, est-ce qu'on peut faire ci? Ah maman, bon écoute, tu veux mettre 30%, mets tes 30%, on essaiera de s'adapter, il y aura des contre-coups politiques, etc. Mais on ne peut pas non plus à ce point être, excusez-moi, la culotte sur les genoux, quoi. C'est pas possible. Je trouve que Trump vraiment joue avec le feu parce que c'est proche. On a vu J.D. Vance quand il était venu à la conférence de Munich en février. Il en a profité quand même pour aller soutenir le parti d'extrême droite, l'AfD. Quand Trump vient pour le sommet de l'OTAN, il en profite pour voir Geert Wilders, un des leaders de l'extrême droite néerlandaise. Donc effectivement, il veut fracturer l'Europe, il veut fracturer à l'intérieur des pays européens. Et il cherche... on voit que les réseaux Trump sont à l'assaut de l'Europe. Il y a la Hongrie d'Orban, elle devient une sorte de plateforme, de tête de pont pour les réseaux Trump et MAGA. En fait, il voudrait une Europe MAGA, d'ailleurs. Il y a ce slogan de Mega, Make Europe Great Again. Et pour mieux régner, selon le bon vieux principe, mais politiquement, ça peut être dévastateur. Moi, je trouve que c'est complètement oublié l'histoire même de notre continent, quoi. Si on se retrouve avec des partis extrémistes à la tête des différents pays, ce serait une Europe effectivement fracturée, peut-être soumise aux États-Unis, enfin en tout cas plus vulnérable, mais surtout en danger. Alors la captation à présent de Donald Trump, on y vient, Ziad, c'est cette séquence aux États-Unis. Donald Trump a reçu 5 dirigeants africains, Libéria, Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau et Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, je pense que quelqu'un a eu une idée lumineuse en disant... à la Maison-Blanche ? Oui, on va faire un truc avec l'Afrique parce que derrière, il y a quand même, des enjeux. La Chine, qui est devenue une obsession américaine, en particulier en Afrique. Et la Chine est sur des politiques de long terme, même si on peut discuter encore une fois le fait qu'ils ne sont pas particulièrement sympathiques sur la dette ou X ou Y, mais ils ont une approche de long terme. Les routes de la soie, ça fait 20 ans qu'on en parle. Le fait que l'Afrique est devenue pour eux un élément stratégique de leur expansion, ça fait 20 ans que ça dure. Donc ils ont une politique, les Américains, ils veulent les fragiliser. Ils n'ont aucune politique africaine et surtout, ils ont une politique africaine qui est complètement incohérente. C'est-à-dire, d'un côté, on invite des gens à Washington, de l'autre, on liquide l'USAID, de l'autre, on laisse planer le doute sur l'AGOA, qui est un processus extrêmement important pour une trentaine de pays, qui est l'ouverture du marché américain à des produits africains. En 25. On n'a pas renouvelé les fonds concessionnels de la part américaine dans la Banque africaine de développement. Donc tout ça, les visas, je ne vous raconte pas, vous venez plus, vous êtes tous des méchants, etc. Donc pas d'études, pas d'échanges. Donc on ne comprend pas la logique. Alors, ces 4 chefs d'État se sont fait un peu piéger aussi. Ça a été très mal perçu en Afrique. C'est l'image qui est passée tout à l'heure, 4 comme ça, face au... Excusez-moi, je vais être un peu caricatural, au grand chef blanc, qui en plus comprend rien. Il ne sait pas qui c'est celui-là, il n'a pas la fiche. Il parle anglais pour leader. Alors, on peut comprendre aussi, ces gens-là sont venus chacun pour défendre quelque chose, celui qui avait du pétrole, celui qui a du manganèse, celui qui a du pétrole au large de ses côtes. Ils se disent, on va trouver des solutions. Ils sont obligés de faire des génuflexions, c'est terrible, sur l'histoire du prix Nobel de la paix. Résultat, on a des appels dans nos petits mondes panafricains de responsables politiques et de chefs d'État qui disent, je n'irai pas à Washington. Si on m'invite à Washington, je trouverai une solution pour ne pas y aller. Parce que si c'est pour arriver à ce résultat-là, c'est pas possible. Et tout ça est triste parce que, encore une fois, il n'y a pas de tradition africaine en Amérique. Même Obama, qui était supposé être
un enfant de l'Afrique. Et une passerelle. Il n'y a pas eu de grande... je veux dire, le seul vrai texte important, c'est tout ce qui a été lutte anti-sida et qu'on doit largement à Bush fils, et l'AGOA qu'on doit à Clinton et Bush fils. Donc ça remonte. Mais une vraie vision américaine de l'Afrique, il n'y a pas. Et puis l'AGOA se termine cette année. Alors, il faut que ça soit... voilà, c'est renégocié. C'est renégocié, c'est justement... Il y a un temps fixe et après on renégocie. Donc comment vont-ils renégocier ou pas? Ce qui est intéressant, c'est que moi je suis entièrement d'accord avec Ziad. C'était dévastateur les images en Afrique pour ces pays-là. Mais qu'est-ce que cherche Trump? Alors il a exceptionnellement un bon conseiller sur l'Afrique, quelqu'un qui connaît l'Afrique. Le monsieur Afrique de l'administration Trump est quelqu'un qui connaît. C'est assez rare, mais il faut quand même le souligner. Donc c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est que les deals économiques. Ni plus ni moins, regardez la RDC, Rwanda. C'est que de l'économie. Alors peut-être l'économie va conduire à la paix, j'en doute. Et ces pays-là sont tous des pays qui possèdent des richesses minières et des richesses énergétiques. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et ne croyez pas qu'il va faire un deal avec les 5 ensemble. Non, il les a vus pour faire plaisir, effectivement, et dans la lutte. Je suis entièrement d'accord avec Ziad, qui l'oppose à la Chine, et parce qu'on lui a dit, vous savez, les Chinois, ils marchent à fond sur l'Afrique. Alors il a dû dire... Sur les minéraux, les oui, terres, sur les minéraux, enfin un peu moins, parce qu'ils font moins d'investissements, parce qu'ils ont des petits problèmes économiques aussi. Mais enfin, néanmoins, on a dû lui dire, il faut voir les Africains. Il a dit, je veux que des gens qui ont des tas de choses dans leur sous-sol. Et en même temps, il interdit les Tchadiens du territoire national, plus de visa, alors que les Tchadiens sont riches et que la Chine a fait des grandes offensives. Les Nigériens, enfin, je veux dire, c'est même pas logique, c'est même aberrant. Donc, je pense que cette réunion est dévastatrice, mais elle est à l'image de ce qu'est Trump. Juste un mot pour dire que, si je ne me trompe pas, Donald Trump, lors de son premier mandat, n'a pas fait un seul voyage sur le continent africain. Et surtout, shitty countries. Oui, shitty countries. Pays de... Donc là, on a l'impression qu'on lui a dit, ça serait bien, Monsieur le Président, que vous vous intéressiez un petit peu à l'Afrique. Donc, entre deux, allez hop, je reçois une brochette, parce que le casting même un peu étonnant. Pourquoi il y a la Guinée-Bissau au milieu de tout ça, le Gabon, le Sénégal. Drogue. Sur les richesses, ok, ils ont des richesses, mais c'est pas non plus la RDC, la République démocratique. Non, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est pas la RDC, c'est pas l'Afrique du Sud, il peut pas j'ai l'impression que c'était un peu un coup politique entre deux portes. On va passer à Truand, parce qu'on n'aura plus beaucoup de temps pour notre dernier thème. Pour l'entente cordiale. Je vais essayer d'être le plus bref. Donc, j'ai 4 dessins, 2 dessins européens et 2 américains. Alors, on a tous et toutes du mal, les dessinateurs, à chroniquer les dingueries quotidiennes de Trump. Donc, il se peut que celle-ci soit un peu en décalage par rapport aux dernières discussions sur l'Afrique notamment. Un premier dessin qui vient de France, du dessinateur français, donc François Cointe. On voit un feu orange, un feu rouge, un feu vert. Rouge, on stop, vert, ça passe. En orange, pardon, c'est l'incertitude absolue qui conduit aux décisions incohérentes. Donc c'est plutôt ça. Il est bloqué là-dessus. Voilà, c'est plutôt ça qu'on vous reconnaîtrez de notre Donald en feu orange. C'est plutôt ça qu'on chronique parce que c'est la seule chose dont on est sûr, c'est que c'est une totale incertitude. Un second dessin des Pays-Bas de Job Bertrams. Alors là, c'est pas la culotte sur les genoux dont parle Ziad, mais c'est l'oncle Sam. Et le dessin est intitulé Zombie Drug. Donc là, le dessinateur a utilisé l'image assez maligne du fentanyl et de ce fléau qui touche les États-Unis pour parler d'un autre fléau qui est la Big and Beautiful Bill, qui voit lui comme un décret qui va détruire les États-Unis comme un fléau et comme ce fléau de la drogue. Un premier dessin américain, donc les dessinateurs américains en ce moment sont plutôt francs du collier et n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Donc j'en ai sélectionné un de Clay Jones. Donc on y voit Pam Bondi. Qui dit il y a quelques mois, je vais publier la liste des clients Epstein. Elle regarde la liste, photo, alors on ne s'embête même plus à caricaturer Trump, photo d'Epstein et Trump, et finalement, il n'y a pas de liste. Elle a été effectivement contredite par le FBI, je crois, notamment. Et un dernier dessin d'Amérique du Sud, du Nicaragua, qui est là aussi qui donne des perspectives pas très réjouissantes sur le nouveau Trump ou l'arrivée de Musk dans la course au parti politique, avec cette image assez bien trouvée, d'une espèce de Frankenstein où un second monstre va être créé par Trump, par Musk, qui a créé potentiellement un premier monstre qui est Trump 2, déjà en le finançant à hauteur de ce qu'il a financé. Voilà.
On a quelques minutes pour parler du dernier thème qu'on voulait aborder. Emmanuel Macron était le premier dirigeant européen à être reçu pour une visite officielle à Londres depuis le Brexit. D'État, le roi. Oui, c'est ça. Non, mais, je voulais justement vous interroger là-dessus. Je le savais, vous allez voir, vous avez écouté mon lancement. Bref, de la forme, du fond, c'est ce dont on va parler tout de suite. Mais je voulais effectivement vous interroger sur le décorum, des petites réactions, Ziad, sur une image, un cadeau, une robe. C'est le format dit de visite d'État qui suppose Windsor, dîner, roi, etc. Je pense quand même que c'est très symbolique puisqu'on ne fait pas ça par hasard. Donc c'est la réaffirmation quand même d'une alliance qui est très ancienne. Hein. Je veux dire, on oublie, mais l'alliance franco-britannique, certains d'entre nous connaissent bien. Je veux dire, c'est l'entente cordiale. Bon, on s'est beaucoup mis sur la gueule dans l'histoire, mais in fine, c'est quand même quelque chose qui tient. Et au moment où il y a une espèce de... Enfin, où il y a des enjeux majeurs par rapport à la situation sécuritaire en particulier, et aussi un petit peu migratoire, parce que les Français ont fait quelques cadeaux aux Anglais pour leur donner un peu de grain à moudre. Mais moi, je pense que les deux choses les plus importantes, c'est vraiment la question militaire sécuritaire. C'est de dire qu'on coordonne les forces nucléaires, ce qui est quand même... Dans le discours nucléaire, les mots ont beaucoup d'importance. Hein, ce n'est pas forcément les actes, c'est le message qu'on envoie à l'ennemi potentiel. La coordination, et puis peut-être ces troupes qui atteindraient la taille d'un corps d'armée pour une éventuelle mission de paix en Ukraine, 50 000 personnes. Donc c'est très très important. Et la dernière chose, c'est aussi deux pays très fragiles en ce moment. Les Anglais sont dans une situation économique très mauvaise, avec encore un mois négatif. La France, on est un peu paralysé, même sur le plan économique aussi. Donc voilà, c'était deux vieux amis un peu paralysés qui se disent il faut qu'on serre les coudes et qu'on envoie des messages. Alors, je me demande s'il n'y a pas une question allemande, hein, mais je ne veux pas ouvrir le débat à 48, mais je me demande s'il n'y a pas aussi dans tout ça le fait qu'on ne sait pas trop ce que l'Allemagne va vers où et fait. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une transformation sur le plan nucléaire. Moi, je suis entièrement d'accord avec Ziad. C'est quand même unique que là, deux pays européens décident de coordonner, chacun se gardant le droit d'appuyer sur son bouton. Mais jusqu'à présent, tout était sous l'égide de l'OTAN en Europe et avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et nous, on avait notre dissuasion nucléaire totalement autonome et stratégique, indépendante, et puis on se rajoutait, si besoin. Mais on était indépendants. Là, en fait, on se réunit quand même avec la Grande-Bretagne. Donc, c'est majeur comme transformation sur un plan... On envoie un message dingue à Poutine. En et alors, du coup, c'est un message, mais je dirais, c'est un message à Poutine, effectivement, et on a bien vu qu'ils ont très mal réagi, et sur le nucléaire, et sur les 50 000 hommes, parce que de ça, puisque l'Ukraine fait partie de la Russie, qu'est-ce qu'on viendrait faire là? C'est inenvisageable, même après un cessez-le-feu. Mais c'est aussi un message envoyé à Trump. Parce que Trump, ça lui fait pas du tout plaisir, toutes ces unions-là Ils aimeraient beaucoup qu'on se dispute avec l'Allemagne, puisqu'il y a un député allemand qui a dit qu'il faudrait peut-être qu'on nous aussi, à terme, on ait l'arme nucléaire. Enfin bon, tout ça, le chancelier l'a balayé d'une main. Cette union qui pourrait se faire en Europe, même si elle lui permet de vendre plus d'armes, ce n'est pas quelque chose qu'il voit d'un bon œil. Donc, double message. Oui, mais je pense, par rapport à ce que tu viens de dire, Patricia, c'est vrai qu'il y a un double mouvement, enfin un double contexte. C'est le désengagement quand même des Américains, parce que même s'il a été... Trump est venu finalement en Europe, aux Pays-Bas, pour dire que les États-Unis restaient dans l'Alliance, on voit bien que le mouvement, la tendance de fond, c'est quand même que les Américains veulent se tourner davantage vers l'Asie. Et puis bien sûr, il y a la menace russe. Aujourd'hui encore, le chef d'état-major des armées en France a expliqué que la Russie avait désigné la France comme son principal adversaire. Et de fait, on voit qu'il y a un certain nombre de signaux. On voit qu'il y a des opérations de déstabilisation. Et que la guerre était chez nous. Ici, des campagnes de désinformation, on l'a vu en Afrique. Même au niveau spatial, apparemment, il y a de ce que disait le chef d'état-major, des mouvements de satellites hostiles vis-à-vis des satellites français. Donc, par rapport à ce double contexte, il est clair qu'on a un allié naturel, je pense, sur le plan militaire, c'est le Royaume-Uni, parce qu'on a quand même beaucoup de points communs. On a tous les deux, France et Royaume-Uni, une expérience
coloniale, on était un des empires coloniaux. Les grands empires. Avec une expérience du coup d'intervention militaire à l'extérieur, la force nucléaire, le siège au Conseil de sécurité, le siège de membres permanents. Donc il y a une alliance assez naturelle. Maintenant, on parle d'ailleurs d'entente amicale, parce qu'il y a ce facteur personnel aussi, je pense, entre Keir Starmer et Emmanuel Macron qui joue. Après, moi, je demande à voir comment le Royaume-Uni va gérer ce rapprochement ou cet approfondissement de la relation avec la France vis-à-vis des États-Unis. Ouais, parce que notamment la force de dissuasion britannique, elle est un peu tributaire des Américains, je crois, notamment pour des questions d'approvisionnement de munitions et d'entretien. Oui. C'est eux qui appuient. Mais ils ont l'entretien. L'entretien, il y a un certain nombre de sous-marins qui sont entretenus aux États-Unis. Enfin, voilà, donc il y a des liens. Non, mais l'ambivalence britannique entre son tropisme américain et son tropisme européen, elle a toujours été là. Oui, donc le tout, c'est d'essayer d'être du bon côté dans ce moment de l'histoire. Alors, les dessins. Les dessins, on va terminer avec vous. Les dessins. Allons-y. Alors, j'en ai 4. Un premier dessin du Suisse Chapat pour contextualiser un peu l'environnement dans lequel s'est déroulée cette rencontre. Et c'est en partie, comme le disait Patricia, il est dur celui-là. Un message adressé à Poutine et à Trump. Au moment où, effectivement, le pinolage de l'Ukraine est sans filtre et où, à défaut de l'avoir stoppé, les USA et Trump, là pour le coup, a donné son feu vert. Le feu orange est passé au vert. Encore un feu. Un second dessin, là aussi, parce que parlait de transformation majeure, c'est un dessin que le dessinateur français Placide a imaginé dans les coulisses de ces négociations. Et effectivement, la communication s'est faite beaucoup autour de ce parapluie commun nucléaire. C'est à la seconde lecture que j'ai vu le jeu de mots para-bailar bomba. Voilà. Mais n'oublions pas que beaucoup de dessinateurs se sont appesantis sur ce troisième sujet, comme le français Lasserpe, dont on va voir le dessin incessamment sous peu. Au-delà de cette décision et de cet accord sur le nucléaire, c'est aussi l'immigration, cet échange un pour un d'espèce de vignette Panini entre les migrants français et anglais qui pose problème à Lasserpe, en tout cas que Lasserpe questionne. Et un dernier dessin que j'ai fait pour l'émission, comme je venais vous voir, en écho au sujet du jour. Les chiens qu'on abandonne sur le bord de la route. L'été, effectivement, les animaux sont souvent abandonnés. Ici, cette fameuse colombe qui clôturera l'émission et la saison. Et un char qui s'en va. On ne sait pas où, mais il y va. Il y a plein de choses sur le char. Il y a plein de choses sur le char, effectivement. Il est bien chargé. Bibi à bord. Et nucléaire. Tout ça ne va pas s'arrêter malheureusement l'été. Avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler, puisqu'on en parle chaque semaine, que nous sommes toujours sans nouvelles de Jacques Paris et de Cécile Collère, détenus depuis plus de 3 ans dans des conditions dont nous ignorons tout, puisqu'ils ont été déplacés de la prison d'Evin où ils se trouvaient jusque-là. Vous le savez, de nouvelles accusations pèsent contre eux, les exposant à présent à la peine de mort. Et puis on a appris dimanche dernier l'arrestation d'un autre Français, franco-allemand, Lennart Monterlos, qui a lui aussi été arrêté pour un délit. Nous n'avons pas plus d'informations à son sujet. Voilà, on voulait parler d'eux. Je vous remercie beaucoup, Truand, Thomas, Patricia, Ziad. Merci infiniment pour cette émission, de m'avoir accompagné aussi au fil de cette saison. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, puis je vous retrouve dans une poignée de minutes. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Patricia.